On salue notre invitée, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. On va parler donc avec vous de la notion de pouvoir, notamment dans la séquence qui suivra sur l'abécédaire de campagne. Mais un petit mot là-dessus, parce qu'il y a contestation. Bon, il y a effectivement une baisse de la catégorie A. Est-ce qu'on peut parler d'amélioration, selon vous, en essayant d'être objectif? Les chiffres sont un peu meilleurs ce mois-ci et moi je me réjouis toujours quand ils sont meilleurs. C'est une bonne nouvelle. Je préfère commenter les bons chiffres que les mauvais chiffres. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est d'abord une forte dégradation depuis le début du quinquennat. Donc quelques mois ne suffisent pas à inverser la tendance. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est des changements de catégorie. Et votre journaliste tout à l'heure mettait le doigt sur le sujet. Est-ce que ces formations débouchent sur des emplois? Il vaut quand même mieux être en formation qu'au chômage complètement. C'est vrai. Mais c'est encore mieux si la formation débouche sur de l'emploi. Et moi, c'est un sujet dont j'aimerais qu'on parle dans cette campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent de la formation? Qu'est-ce qu'on fait pour que dans un monde en pleine transformation, ceux qui n'auront pas eu toute leur chance du premier coup puissent avoir une deuxième chance? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse changer de secteur? Aujourd'hui, l'économie, la société sont en pleine transformation. Il y a des secteurs qui détruisent de l'emploi, il y a des secteurs qui créent de l'emploi. Il y a deux sujets. Comment on fait pour que la France bénéficie au mieux des secteurs qui créent de l'emploi? Et ça, c'est la baisse des charges, c'est un certain nombre de transformations. Et puis comment on fait pour que chacun puisse se redonner des nouvelles chances quand il ne les a pas eues du premier coup? Et c'est toutes les formations. Et là-dessus, on n'est pas au rendez-vous. La formation professionnelle, aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros. Et vous regardez la façon dont ils sont dépensés, ça va surtout vers les CSP+, vers les grandes entreprises, vers les gens qui ont déjà un boulot. C'est-à-dire que ça ne va pas vers les chômeurs, vers les jeunes et vers les PME, TPE. Si les choses continuent d'évoluer au même rythme qu'actuellement, il faudra 170 ans pour connaître une véritable égalité des hommes et des femmes au travail. Ce sont les chiffres donnés ce matin par le Forum économique mondial. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous posez systématiquement la question sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment peut-être dans votre parti? Est-ce que ce n'est pas participer finalement aussi à la différence de traitement? Écoutez, d'une certaine manière, c'est participer à la différence de traitement, mais je rejette quand même pas la question, et parce que je trouve que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on en parle, et tous ces rapports, et puis on le sait tous, de toute façon, c'est un combat. En France, l'inégalité de salaire non justifiée, c'est-à-dire celle qu'on n'arrive pas à expliquer par les diplômes, c'est 16%. 16%. Hein. Ça veut dire que pendant plus d'un mois et quelques, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement. Enfin, vous voyez, à partir de mi-novembre. Vu comme ça, effectivement, ça fait beaucoup. Oui, ouais. Mais attendez, c'est comme, parce que c'est la réalité quand même. 16% non expliqué. Ça veut dire que c'est parfois plus, parce que parfois, il y a le fait qu'on n'est pas dans les mêmes fonctions globalement, qu'on n'est pas. Mais 16% non expliqué. 16% qui est donc de la discrimination, du préjudice absolument pur. Et puis, il y a un autre élément, moi, qui m'a frappé dans ce rapport. Quand on regarde de près, c'est qu'on nous dit que ça régresse au niveau mondial. C'est-à-dire que non seulement on est face à des inégalités persistantes, mais en fait, on est face à un mouvement de balancier, on est face à un reflux. Ça fait plusieurs années que la place des femmes, la considération, la situation, y compris financière, est en régression au niveau mondial. On est déjà quasiment dans notre abécédaire de campagne. Stéphane Robert, à la lettre P comme pouvoir. Eh bien, on va poursuivre dans cette veine-là, puisque est-ce que vous considérez, Nathalie Kosciusko-Morizet, que l'exercice du pouvoir est aujourd'hui encore confisqué par les hommes? Je vais vous citer un responsable de votre parti, Les Républicains, qui me disait il y a quelques mois qu'il fallait que vous soyez candidate à la primaire de la droite, dite de la droite et du centre, parce que sinon, on apparaîtrait comme un vieux parti de mâles blancs de plus de 50 ans. Ce qu'on est, me dit-il, mais il ne faut pas que ça se voie. Est-ce que vous avez le sentiment d'être la caution féminine, une caution de modernité de cette primaire? Le parti a du mal à s'ouvrir aux femmes. Mais heureusement, l'électorat n'est pas comme ça. C'est toute la différence. C'est un problème qui traverse les milieux de pouvoir en France. Hein. Ce serait d'ailleurs injuste de considérer que c'est seulement le parti, parce que ça traverse tous les milieux de pouvoir en France. Vous le trouvez dans le monde de l'entreprise privée, même si ça a plutôt évolué positivement. Vous le trouvez dans le monde des médias. Vous le trouvez dans le monde de l'université. On n'en parle pas assez. Les milieux de pouvoir en France sont assez fermés en général. Ils fonctionnent beaucoup sur le mode de la cooptation. Le mode de la cooptation, c'est de la cooptation qui se fait entre hommes. Et donc, ils sont fermés aux femmes. Alors, c'est une bataille. Moi, c'est une bataille que j'ai cherché à mener dans le parti. J'ai été à un moment responsable de la réforme des statuts du parti. J'avais fait modifier les statuts, j'avais obtenu la modification des statuts pour qu'au bureau politique et à la commission d'investiture, la moitié des membres élus soient des femmes. Vous savez ce qui s'est passé ?
il y a eu plein de membres cooptés. C'est-à-dire que la moitié des membres élus sont des femmes. J'ai pu passer cette réforme, mais on a coopté plein d'hommes. Et aujourd'hui encore, quand vous allez à la commission d'investiture ou que vous allez au bureau politique, et en fait, vous voyez une proportion nettement plus importante d'hommes. Pourquoi ? Parce que c'est des membres cooptés. Voilà, ça reste une bataille. Après, moi je pense que c'est une bataille qui va être débordée par la modernité, parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans la société qui tendrait, si on voulait faire un peu de sémantique, je dirais qu'il tend de plus en plus à opposer la puissance au pouvoir. Et il n'y a pas les mêmes effets de genre. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est très... Eh bien, le pouvoir, c'est ce qui est, pour moi, c'est très vertical. C'est nos institutions, elles sont organisées sur un mode très représentatif et elles font la meilleure place à des symboles qui sont des symboles de pouvoir. Je vais te dire ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. J'exerce un pouvoir et ça s'accompagne d'un certain nombre de symboles. Le pouvoir, c'est différent de l'autorité. On l'apprend par exemple au service militaire. Moi, j'ai fait un service militaire, on apprend ça très vite. Il y a le pouvoir, donc il y a les galons, puis il y a l'autorité. Il y a celui qu'on suivra vraiment à la guerre. Le pouvoir, c'est pas la même chose que l'autorité. Et puis il y a un troisième truc, c'est la puissance. Où sont les énergies ? Où sont les initiatives ? Où est la créativité ? Où est-ce que ça bouge ? Et aujourd'hui, la puissance, elle est dans la société. Et moi, je pense que l'enjeu de la politique aujourd'hui, c'est justement d'avoir un politique qui change de posture, qui, alors qu'il était dans la quête de pouvoir, dans la quête des symboles, dans cette espèce de mouvement, de verticalité qui est celui de nos institutions, apprend à reconnaître où sont les énergies, où sont les initiatives, où est la créativité, pour lui faire la meilleure place, pour finalement laisser la puissance qui est aujourd'hui dans la société s'exprimer. Mais du coup, alors, est-ce que la moi, c'est comme ça qu'il est construit, mon programme. Est-ce que nos institutions sont encore adaptées ? Mais non, justement, c'est pour ça que je propose dans cette primaire une réforme institutionnelle. C'est qu'en fait, on a des institutions qui ont correspondu à un moment de notre histoire. Les institutions de la Ve République, elles ont bien du mérite, notamment celui de la stabilité. Mais enfin, elles sont complètement orthogonales à un monde qui, aujourd'hui, fonctionne de plus en plus sur des rythmes et des codes différents. Aujourd'hui, dans la société, on cherche l'approbation de ses pairs, beaucoup plus que l'évaluation de sa hiérarchie. Il y a des mouvements de désintermédiation dans tous les sens qui viennent bousculer beaucoup l'ordre pyramidal établi. On s'organise en communauté d'usage grâce au numérique. Tout ça, c'est beaucoup le mouvement du numérique. Non, on est aussi à la recherche d'une forme de verticalité nouvelle aussi, peut-être, non ? Ou pas ? Peut-être que du coup, ça nous manque. C'est possible que ça nous manque. Mais les mouvements, que ce soit dans le monde économique, parce que c'est pareil dans le monde économique, que ce soit dans le monde économique ou dans la société, aujourd'hui, ils sont vers plus d'horizontalité, en quelque sorte. Et moi, je pense que le rôle du politique, du coup, il a changé. Il est plus... Même si on a parfois des attentes qui viennent de l'ancien monde, on est tous paradoxaux avec ça, on a tous nos ambiguïtés. Mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle du politique, il est plus de vous dire ce que vous devez faire, comment vous allez le faire, il est de reconnaître où sont les énergies et de les accompagner. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du chômage sur la formation. Ça ne veut pas dire moins d'État partout, ça veut dire un nouveau rôle pour l'État. Par exemple, aujourd'hui, je pense que le rôle de l'État, c'est beaucoup de se poser la question de la formation, de savoir comment vous allez pouvoir développer votre autonomie, vous allez pouvoir rencontrer les deuxièmes chances qui vous ont parfois fait défaut au moment de saisir les premières. Dans ces conditions, vous considérez que le pouvoir, ça ne s'incarne pas ? C'est ce qui est reproché à François Hollande, de ne pas incarner le pouvoir. Mais ça ne doit pas s'incarner, selon vous ? Je pense qu'on a moins besoin d'incarnation aujourd'hui que de cette nouvelle posture que je disais, qui est celle du facilitateur. Mais alors, qu'est-ce que vous faites en tant que femme politique par rapport à ces mouvements, cette puissance que vous dites dans la société ? Vous l'organisez, vous la mettez en œuvre, vous la canalisez ? Je fais des propositions pour qu'elle puisse s'exprimer. Par exemple, je propose une réforme institutionnelle avec transformation profonde, la suppression du Conseil économique et social qui aujourd'hui est supposé représenter la société, mais qui en fait est resté justement dans ce mode très représentatif qui à mon avis fonctionne pas du tout, pour le remplacer par une Chambre des citoyens dont sont membres de fait tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, qui peuvent s'associer pour porter des propositions de loi, avec des propositions qui, à partir d'un certain nombre de signataires, sont automatiquement étudiées à l'Assemblée nationale pour pouvoir donner d'autres moyens d'expression à la société que juste une élection majeure nationale tous les 5 ans. Toute dernière question, courte. L'assertion de Max Weber, le pouvoir politique, c'est le monopole de la violence légitime, c'est toujours valable, ça ou pas, dans ces conditions ?
Mais c'est-à-dire que la question est de moins en moins celle du pouvoir politique et de plus en plus celle de la puissance de la société. Donc peut-être que Max Weber, ça vaut pour avant, mais la question c'est aujourd'hui à quoi ça doit laisser place. Je peux, si vous voulez, pour me faire comprendre peut-être mieux, on peut décaler ça dans l'ordre économique ou sur la question des données. Dans le temps, le pouvoir, il était fondé sur la rétention d'informations. Tout le monde sait ça, les administrations, celui qui avait du pouvoir, c'était celui qui avait de l'info et qui la partageait pas, qui la gardait, qui l'accaparait, qui la récupérait, parfois par des moyens abusifs. Aujourd'hui, le monde, il fonctionne plus comme ça. On la partage, l'information. Les jeunes générations, elles sont très surprises quand elles arrivent dans les entreprises, qu'elles voient ce système de rétention d'informations. L'information, ça se partage. Et celui qui a de la puissance, plus question de pouvoir, celui qui a de la puissance, c'est celui qui la partage avec le réseau le plus large possible, qui sait la traiter, qui sait en faire quelque chose. Et non, François Hollande, il est juste à côté de la plaque. C'est encore un troisième truc, ça. Merci beaucoup.